c'est pas possible. Non, Claude, ça enregistre. Là. Voilà. Nous sommes à Saint-Charles-Borromée le 9 janvier 2016. Nous sommes en compagnie de Claude Sanson, le chef métis, Régent Roy, un sympathisant, Fabienne Roch, notre provençal, et moi-même, Bruno Lalonde, votre humble serviteur. Bon, on commence pas comme ça tout à fait. Là, on commence. Bonjour, bienvenue à Saint-Charles-Borromée, dans l'atelier de Claude Sanson, chef métis de la tribu, du clan, La nation métisse contemporaine. de la nation métisse contemporaine. Et nous sommes le 9 janvier 2016. Alors Claude, tu vas nous montrer la pipe. On va faire une petite cérémonie d'introduction à notre entretien. OK. Tu m'as parlé, tu as dit, je suis dans mon atelier. C'est plus que mon atelier, c'est mon refuge. Tout se passe ici. Tout. Les ateliers, les réflexions, les cérémonies, la formation. C'est tout petit. Mais on est un peu tassés, nous autres, fait que ça ne nous dérange pas, tu sais. On est ensemble, puis on est capable de faire des choses. Bon, tu veux qu'on fasse quoi, Bruno? Tu veux qu'on fasse le calumet? Oui, je veux qu'on commence par la cérémonie du calumet. Ça, c'est le calumet de la communauté. On a à l'intérieur, dans le fourneau, j'ai mis un tabac sacré, un tabac autochtone. On s'en sert assez régulièrement quand on a besoin, mais c'est pas à tous les jours qu'on va utiliser ça. Là. Bon, d'abord le tabac, hein, je t'invite à le tenir. On allume ça avec une allumette de bois, pas avec un lacteur, une allumette de bois. Veux-tu, je te fais l'honneur de l'allumer? Oui. Vas-y. Tu fumes-tu, toi? Non. OK. Sauf le calumet. OK, va. Fais rien, vas-y doucement. Vas-y pas avec la grosse touche. C'est ramasse. Un petit peu. Il n'est pas pacté assez. Le genre, il y a moins de troubles avec sa cigarette, hein? Ah ouais. T'as moins de troubles avec tes exportés. Ah, ça sort. Quand on prend un calumet, on le fume, on a fini. Quand on le remet à l'autre, on le remet d'une façon comme ça. On lui présente comme ça. J'ai pas fait ça correctement. C'est pas grave. D'accord. Mais moi, je fume pas. Fait que, au lieu de tirer une touche, je le mets sur le cœur comme ça. Ah oui? Oui. Ensuite, je le redonne à l'autre pour bon. à prendre sa... Mais c'est la manière de faire, c'est ça? Oui. Il y a de l'air dedans, il n'est pas assez. Ouais, Ménage mon tabac. Au pire de le tabac. ouais, mais c'est-tu du tabac de contrebande? Non, non, c'est du tabac qui vient du Manitoba. C'est du bon vieux tabac qu'une femme m'a envoyé là-bas. On a du tabac sacré qu'on a. Ouais, ok. Puis le calumet, tu l'as fabriqué toi-même? Oui, j'ai fabriqué tous mes calumets moi-même. J'en ai toutes sortes. Tu regardes celui-là ici, là. Excusez. Gros pédale. Sauf que celui-là, le premier, Oui. il est particulier au métis. Lui, Ouais. ben, c'est celui de notre communauté. Ouais, c'est ça. On nous en prend un. De ta communauté. Ça, c'est un grand calumet avec des sculptures dessus. C'est beau, ça. C'est beau. Ouais. Comme autrefois, on attachait la queue du cheval aussi après. C'est une partie de queue de cheval qu'on garde, qu'on a ça après nos calumets. On met d'autres ici pour l'accrocher, d'autres cordes, si on veut, d'autres attaches comme ça. Puis les danseurs indiens, ils accrochaient après eux autres dans les cérémonies. Ils emmènent le calumet.
Mais les grands chefs ont tous des grands canumets. Si je regarde des gars comme Sitting Bull ou Grand Ours, il y a des canumets qui touchent à terre. C'est pas grave de les allumer. Là. Comme ça, c'est pas grave d'allumer, c'est trop loin. Ça te prend un autre pour l'allumer. Okay. Si t'es tout seul, tu fumes pas. Exactement. Tu peux pas fumer le calumet de la paix tout seul. Ben non, c'est ça. À moins d'être bien torturé avec C'est toi-même, ça. non? L'objectif de ça, c'est de faire en sorte que pendant la cérémonie va se dérouler calmement, puis pacifiquement, puis tu sais, il n'y aura pas de... On utilise toutes sortes de moyens aussi. On fume le calumet de paix, puis après, on a des bons tons de parole qu'on va utiliser. Chez les Premières Nations, on fait ça beaucoup plus que nous autres. Mais les Métis, on n'a pas tout à fait les mêmes traditions, parce qu'on n'est pas des Premières Nations. On est des Métis, c'est différent. On a une culture, une façon de voir les choses, c'est un petit peu différent. Mais ça représente quand même de bonne entente. Oui, absolument. On regarde certaines choses. On hérite des parties de nos pères et de nos mères. Hein? Moi, je suis autochtone chez deux bords, là. C'est deux côtés, maternelle et paternelle. Tu me disais que ce calumet-là a servi à une cérémonie de réconciliation avec l'archevêché. Oui, en 2013, l'archevêché, même l'archevêché de Montréal, le Grand Conseil a adopté ça. On a fait une conférence de presse, puis on a invité Monseigneur Lucier. Il est venu parce que j'ai dit, écoutez, là, ça fait assez longtemps qu'on se dispute, il faut que ça arrête. On ne peut pas continuer comme ça. Fait qu'on s'est assis ensemble, il y avait des députés qui étaient là, il y avait un paquet de monde. Puis on a fumé le calumet ensemble, en signe de réconciliation. Puis j'ai dit, il faut aller de l'avant, il faut bâtir, il faut trouver des moyens. Il y a des méchants dans les religieux, puis il y en a des méchants chez les Autochtones aussi. Mais il y en a des bons aussi, c'est pas tout pareil. La religion, c'est tout aussi bon. Ça a des principes, tu sais, puis ça vaut la peine de les garder, nos principes. Puis faut pas les rejeter à cause de certaines personnes, tu sais, qui font des pédophilies ou n'importe quoi, tu sais, on en trouve partout, là. Donc, on s'est réconcilié là-dessus, puis on s'est dit, bon, écoute, on va essayer de trouver des solutions ensemble pour aider ces gens-là, puis nos communautés. Cette cérémonie-là, elle a eu lieu à l'île du Pas? À l'île du Pas, oui. L'île du Pas, parce que c'était significatif pour nous autres. C'est la terre des Métis que j'ai appelé, moi. Parce que c'est là que, comme tu sais sans doute, que Jean-Baptiste Riel il est arrivé, il s'est installé, puis il a marié une petite coutue de la Valtrie. Il a fondé les Riel, ont parti de là, ils ont commencé là. Alors c'est significatif pour nous autres, l'île du Pas, c'est bien important. Puis c'est un des gros projets. Ça là. date de quand, à peu près? On a commencé en 2010, 2011. Le premier rassemblement qu'on a eu métis. C'était plus notre communauté régionale, mais là, c'est rendu national. Cette année, de l'année passée, là, c'est national. Là. On invite tous les Métis du Canada à se rassembler. Puis le projet, l'objectif, c'est à chaque année, on ira d'une province à l'autre pour réunir les Métis ensemble. Okay. Notre but, nous autres, la nation, ça a toujours été d'unir les peuples métis ensemble, parce qu'on est divisés aussi, là, tu sais. On va y revenir à ça, Là, ce qu'on peut noter, c'est que l'île du Pas, c'est un peu la capitale québécoise des Métis. Oui, c'est la capitale. C'est là notre chef-lieu, c'est notre point de rassemblement, c'est notre place de référence pour nous autres. Notre place de référence. Parce qu'éventuellement, on va ouvrir un musée, hein, si on a les autorisations. Là, on est en démarche pour l'église aussi, là, ils savent quoi faire avec. Nous autres, ça nous intéresse. On peut faire un musée là-dedans, un centre de recherche ou puis un paquet de choses qu'on peut faire. Déjà, on a pu voir à l'église de l'île du Pas, il y avait déjà des traces d'amérindianité, si je peux dire. Il y en a beaucoup. La Vérandrie, ses fils, ça a passé là, ça a resté là. C'est plein de métis là, qui ont resté là. Il y avait une raison à ça. Ça fait partie de... Il y a un monument commémoratif aussi à Louis Riel, dont t'es l'origine, t'es l'instigateur de ce projet-là. Ouais. Ça fait partie des réalisations sous ta direction de la Nation métisse contemporaine, dont t'es le fondateur, le père spirituel, l'animateur, l'inspiration. Mais là, on va commencer dès le début, si tu veux.
On va parler de toi. OK. OK, on va parler de toi. Je voudrais aborder un sujet qui est un peu douloureux. Tu es atteint d'un cancer. Oui. Puis ça a l'air de quoi? Ça a l'air de quoi ton état de santé, ton moral? Comment tu... Le moral, j'ai commencé à écrire un texte là-dessus, comment est-ce que je vivais ça. Tu sais? Puis, c'est assez particulier. C'est l'inconnu. C'est ça qui... Tu peux pas réagir, tu peux pas pleurer, tu peux pas rire, tu peux pas... comment... Tu sais, tu peux pas rien faire, tu sais. T'attends paisiblement, parce que tu ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas personne qui sait ce que c'est, vraiment. Il n'y a personne qui est venu nous dire comment c'était. Puis tu as reçu ce diagnostic-là quand? J'ai reçu ça le 27 décembre. Puis les perspectives, c'est lesquelles? Il n'y a pas grand-chose. Quand on m'a appelé, on m'a dit, bon, ils m'ont fait passer un examen. J'avais mal au cœur, tu sais, puis je filais pas le matin. Puis à tous les matins, c'était pareil. Puis on m'avait dit, tu fais une cirrhose du foie, tu sais, il y a 1 an. Mais une cirrhose du foie, moi, j'ai jamais bu de ma vie, là, tu sais, je sais même pas que ça goûte. Fait que, ils ont dit, c'est causé par ton diabète. Bon, c'est correct. Ils ont dit, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. Mais ils ont dit, si dans 6 mois, l'hôpital ne t'a pas appelé pour passer d'autres tests, mon médecin, il dit, appelle-moi, puis il dit, je vais m'en occuper. OK. J'ai appelé dans 6 mois, il s'en est pas occupé. J'ai appelé 1 an après, ça n'avait pas occupé. Décidément. 1 an et demi après, il venait à bout d'avoir une réponse. Fait que j'ai rencontré le médecin. Ils m'ont fait passer d'autres examens. Ils ont dit, bon, ça l'a grossi énormément, c'est agressif. Puis, bon, ben, je dis, écoute, on ne tournera pas... Le foie qui est attaqué. Le foie est attaqué. Il dit, écoute, ben, je dis, on ne tournera pas du pot, il me reste combien de temps à vivre? Je veux savoir ce que j'ai à faire, tu sais. Il dit, je peux pas te dire. Mais il dit, as-tu de quoi faire? Il dit, bon, on va essayer de brûler. On va rentrer en intérieur. On va soit l'enlever ou le brûler. Si on n'est pas capable, l'autre solution, il dit, c'est de faire une greffe du foie, enlever celui-là, en mettre un autre. Il dit, ça, tu n'arrêtes pas sur le Canyon Tower, ça, là, tu sais. Ça ne marche pas de même, là. Non, il dit, c'est pas sûr qu'on va te le faire non plus. Parce que le cœur, il ne passera pas à le supporter. Ouais. Bon, ben, je dis, écoute, on va vivre avec ça, tu sais. J'en suis là, le moral, écoute, je lâche pas, moi, j'arrête pas de vivre. J'ai des projets plein en tête encore qui s'en viennent, puis il faut que je les fasse, tu sais. Ouais. Mais j'ai dit à ma femme, j'ai dit, écoute, moi, avant de mourir, tu sais, tu as toutes sortes de réflexions, tu sais. J'aimerais ça avoir un chien, le labrador. Elle n'a jamais voulu. J'en ai eu un. Ah ben, j'aimerais ça changer de mon char avant de mourir. Elle ne voulait pas. Elle en a eu un, on l'a changé. Là, j'ai dit, je vais arrêter de dire des affaires de même parce que ça s'est réalisé. Puis là, tu vois, je dis, ouais, moi, j'aimerais ça avant de mourir chanter comme Elvis. D'accord. Elle dit, tu vas vivre longtemps. Ouais, t'as une guitare, hein, qui est pas loin. Oui, ben, elle dit, tu vas vivre longtemps. Je trouve ça drôle. Mais il faut prendre ça. C'est pas de mourir, ça fait pas mal mourir. J'ai passé par là déjà, puis j'ai eu un arrêt cardiaque, j'étais 10 minutes mort. Il pensait le docteur ne voulait plus, il dit arrête, c'est fini, il ne viendra plus, tu sais. Mais la petite infirmière, elle n'a pas lâché. Pour moi, me trouver de son goût, je vais le garder dans la vie, tu sais. Bon, tout le monde te trouve de son ah goût. Ouais, peut-être. Fait que, elle m'a sorti de là, puis c'est sûr que ça change une vie, tu vois les choses différemment. Puis, c'est pas de mourir qui est inquiétant, c'est de laisser ceux que t'aimes, ceux qui sont avec toi, tu sais. Ouais. Ça, c'est plus difficile, ça, là. Oui. Mais à part de ça, c'est une étape à vivre, hein. Mais l'étape a commencé, t'es né où? Quand? J'étais un petit gars de Montréal. Je suis né dans le bas de la ville, le 19 décembre 1942. Au coin de la petite rue Sainte-Rose, puis l'ancienne rue Maisonneuve. Puis j'étais baptisé l'autre bord de la rue, puisque ma grand-mère reste en haut, elle. La paroisse Sainte-Brigide? Oui, j'ai été baptisé à Sainte-Brigide. Mon père s'est marié là, puis j'ai été baptisé là. Puis, mon quartier natal aussi. Toi aussi? Moi, je suis né sur Ontario, j'ai été baptisé à la paroisse Sacré-Cœur. OK. On est dans le même coin, là. On est dans le même maudit coin. Hein? Ouais. Je suis né là, puis
J'ai commencé mes études à Montréal, tu dois connaître ça, au jardin de l'enfance qu'il y avait sur Radan, un peu plus haut. Là. Non, ça, je connais pas ça. Non, t'es plus jeune, peut-être que ça n'existait plus cette école. Je suis né en 61, moi. Ah, mon Dieu! Peut-être que ça n'existait plus. Mais 19 décembre, c'est ça. Après ça, j'ai fait mes études, j'ai commencé mes études au jardin de l'enfance à Montréal. Ton père, il faisait quoi? Mon père, Eugène, qui s'appelait Eugène Sanson, il était contracteur en bâtiment. Mais à l'époque, quand je suis né, il travaillait pour les compagnies Presto, les Nérato, des choses comme ça. Il a travaillé aussi à une autre compagnie, Brown Department Store, qui appelait ça, c'est une compagnie de meubles. Il travaillait là-dedans. Bon. C'était-tu un homme à l'aise? C'était-tu un homme qui avait des sous? Non, on n'était pas une famille riche. Écoute, je sais que le quartier était pauvre. Oui, c'était un quartier pauvre. Après ça, on est parti quand ils ont parti chez ma grand-mère. On s'est allé au Chalaga Maisonneuve. Plus à l'est. Plus à l'est. Moi, j'étais au coin de Desjardins puis Notre-Dame. Le bord de la rue, c'était à Sainte-Laurent-Chagueux qui était là. Qui est toujours là, je pense. Oui, mais il était responsable de mon cancer. OK. À cause des émanations? Non. À cause du sucre? Il arrivait des camions pleins dans la cassonade, on va dessus. Puis nous autres, on y allait avec un camion, on apprenait des morceaux, on mangeait ça, c'était bon. Ouais, puis ça sent encore le sucre. Hein? Bon, si tu te promènes dans le quartier, là, t'as une odeur, là. Ouais. C'était pas un homme riche, mon père, mais on n'a jamais rien manqué. C'était un gars travaillant. Puis on a vécu bien grand même. Il avait sa maison. Puis en dernier, il allait en Floride de tous les hivers. Puis, non, tu sais, il était bien. Mais les premières années, comme n'importe qui, c'est pas facile, tu sais, des fois dans la vie. Tu te bats, tu sais. T'as-tu des frères et sœurs? Ouais, on est 5 gars, 2 filles. OK, une famille nombreuse, comme la règle de l'époque. Ouais, il y en a des décédés, là. Puis toi, t'es l'aîné, t'es le cadet, t'es où dans le plus vieux des garçons. T'es le plus vieux des garçons. T'as une sœur qui est plus vieille que toi. Ouais, j'ai une sœur qui est plus vieille que moi. Toujours vivante? Oui. OK. Fait que t'as passé une bonne partie de ta vie dans l'est de Montréal, à vivre dans l'est de Montréal. Non, ma jeunesse, ma base jeunesse, aller jusqu'à 6-7 ans à peu près. Là. Okay. J'ai fait ma première année à l'Enfance Jésus à l'école, puis on est déménagé après. Ça arrive sud, sur le bord, la place autrefois Montréal-Sud. Ce qu'on appelle aujourd'hui Longueuil. Ouais, puis c'était quasiment la campagne dans ce temps-là. C'était campagne. Le maire Gladieux, là, il reste à côté de chez nous. On joue ensemble, tu sais, c'est pas d'hier. Tu m'as fait prendre conscience l'autre fois, tu sais, quand on a eu notre souper. Non, quand on a fait l'enregistrement sur Louis Riel à Saint-Gabriel de Brandon, tu m'as fait prendre conscience que l'Anaudière, puis Hochelaga Maisonneuve, Centre-Sud, mon quartier, c'est un endroit où il y a eu beaucoup de métis. Ouais. OK? Puis, je me suis rappelé, moi quand j'étais enfant, je me suis rappelé que dans ma classe, il y en avait des métis. Je suppose qu'on l'était toutes plus ou moins, mais il y en avait qu'on avait identifiés comme tels. C'est des métis. Puis c'était les plus pauvres de toute la gang. Ils étaient encore plus pauvres que nous autres. Ouais. Ça avait... Mais tu sais, quand tu dis, t'es dépossédé de tout. Tu sais, t'as rien, là. T'as plus de terre, t'as plus d'appartenance, t'as plus de famille. Puis il y avait un regard, là, d'exilés. Un regard répété de monde, là, qui ont été projetés dans la ville, puis qui n'ont plus aucune racine. Ouais. Puis ils étaient victimes de préjugés. Nous autres, là, il y avait des métis. Quand tu dis que c'était des métis, là, tu pouvais pas descendre plus bas dans la hiérarchie sociale. Ouais. Mais ça, moi, j'avais jamais pris conscience de ça. C'est quand tu m'as révélé ça, là, je me suis dit, c'est bien trop vrai. Mon grand-père, c'était un métis pur, sa mère c'était indienne, puis mon arrière-grand-père, c'est-à-dire, son garçon qui a marié ma grand-mère, qui était aussi une descendance, il est mort, lui, il avait 27 ans. Il avait 5 enfants. Il a laissé ma grand-mère tout seul au coin de Sainte-Rose, puis avec 5 enfants. Puis c'était la misère noire, tout de prendre des chambreurs, tu sais, puis pour arriver, puis ils ont placé les enfants. Mon père était placé avec son frère, ses frères, les 2 plus vieux, puis ses cousins. À l'époque, ils plaçaient les Autochtones partout, hein. Puis ils les ont mis dans un pensionnat. Il a été à Huberdeau.
qui était un pensionnat pour des orphelins. Mais il n'y avait Ouais. pas eu des orphelins là-dedans. Il y avait toutes sortes de monde. Ouais. Puis ils ont subi des traitements assez difficiles. Là. Ah, ben ça- Mes parents me contaient ça. Là, Huberdeau, ça avait une sinistre réputation. Ouais, ouais. Tu sais, quand tu dis que tu avais passé un séjour à Huberdeau, là, c'est que tu n'avais pas été au Club Med. là. Non. Il m'en a compté de tous les sortes, mon père. Mais vous autres, là, quand tu étais enfant, aviez-vous conscience de vos racines métisses? Moi, j'ai pris conscience de mes racines, j'avais dû avoir à peu près 7 ans. En entour de ça. On jouait au cowboy chez nous, tu sais. Je voulais toujours être l'Indien, moi. Je sais pas pourquoi, mais je me faisais des flèches, puis, tu sais, j'aimais ça, tu sais, comment tu sais. Mais c'est pas une raison, tu sais. Mais il reste que ma mère, c'est là que c'est intervenu. Elle dit à moi, elle dit, dis-le pas, t'es autochtone, t'es indien. Qu'on a des Indiens dans notre famille. Elle dit, je veux pas te voir dire ça. Parle-en pas. Il avait peur, parce que la santé perdait le job. Mon père a perdu son travail, puis il faisait ça, tu sais. Tu sais, c'est pour appuyer ce que tu dis, hein? Ça allait jusque-là? Ah oui, ça allait jusque-là. C'était pas facile, les bouts pour eux autres. Bon, j'avais vu toute ma vie, ma mère m'en a parlé, m'en parlait, mon père aussi, mais ça restait tranquille, comprends-tu? C'était low profile, là, tu sais, on parlait pas bien. Puis mon père faisait souvent des meetings, des réunions avec d'autres membres de la famille. Il y avait un clan, était là, tu sais. Puis c'est là que ça m'a dit. C'est là que j'ai hérité de tout ça. Moi, je suis probablement un des seuls de famille qui a hérité de ça. Ou que, peut-être parce que j'étais plus vieux, là, tu sais, les gars, puis j'avais un rôle à jouer, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai mis un stop à ça. J'ai dit, c'est assez. J'ai dit, on est ça, puis il faut dire ce qu'on est, tu sais. Faut pas avoir honte de ce qu'on est, tu sais. J'en vois souvent qui disent qu'ils sont fiers d'être métis. Moi, je dis, il ne faut pas juste être fier d'être métis. Il faut être digne aussi de l'être. C'est une autre affaire, tu sais. Compliqué, ça. Compliqué. Ouais. Ça fait que, tu sais, c'est... Parce qu'il y a des valeurs hein, liées à ça. Il y a des valeurs, oui. Ça serait quoi, là, les valeurs les plus importantes là, pour être un métis digne de ce nom? Bon, on a des valeurs qui sont propres à nous autres, parce que par la force des choses, on a hérité ça des ancêtres. Puis des premiers Européens qui sont arrivés avec des métissages qu'il y a eu, des mariages. Mais on a appris, ils étaient rejetés énormément à l'époque par les Premières Nations, puis par les Blancs aussi. Là, c'était ces deux côtés qui ont été rejetés. Fait qu'il s'est développé une forme d'entraide entre ces gens-là. Puis cette entraide-là a toujours demeuré. T'en es le premier qui est la preuve même, tu sais. Quand t'as appris que j'étais malade, t'as dit, Claude, je peux faire de quoi pour toi, appelle-moi. Ouais. Tu sais? Alors, c'est en toi, ça, c'est là, c'est pas ailleurs. Ouais. Ah ouais. Ouais, mais ça, moi, je sais, j'ai toujours eu ce sens-là, même comme ça n'a pas de sens, à la limite, mais moi, j'ai su que j'avais une ascendance métisse au début de la trentaine, par mon père. Mon père qui est un métis, qui a beaucoup travaillé cette question-là, comme tu le sais, qui a publié des livres, qui a recueilli des contes amérindiens, des contes des coureurs des bois. Hein, Il a même écrit un poème sur moi. Il a écrit un poème? Ouais. Dans son livre. Dans son petit livre, il a écrit ça. Ouais. Et ben, comme j'ai mal connu, en fait, j'ai peu connu mon père, puis j'ai compris bien plus tard qu'il y a des raisons, il y a des abandons d'amour. OK? Si pour une raison ou pour une autre, tu sens que tu peux pas être un parent adéquat, vaut mieux que tu confies ton enfant, tes enfants, à quelqu'un que tu sais